Bienvenue sur mon podcast Émouvance. Je m'appelle Maëline, je suis chamane, artiste et coach de vie. Je suis là pour vous aider à trouver votre soi, aller à la recherche de vous-même. Je vous ferai voyager à la rencontre de votre enfant intérieur, mais aussi de vos guides, dans des univers fantastiques que vous ne pouvez imaginer avoir en vous. Je suis femme médecine et je vous aide à trouver votre chemin de vie et votre identité. À travers Émouvance, je vais vous partager le ressenti de notre société sur notre perte d'identité, sur des thèmes qui me touchent et qui je pense vous parleront. Je vous raconterai mon expérience de vie de chamane par les voyages mystiques que je réalise. Venez me découvrir sur mon Instagram Maëline Chamane. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour ce podcast Émouvance. Laissez-vous porter et restez à l'écoute. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Émouvance. Aujourd'hui, j'accueille Lydia, coach en développement perso et pro en Human Design. Bonjour Lydia. Bonjour Méline. Alors, bienvenue sur ma chaîne podcast. Lydia va nous parler un peu de son ressenti sur la perte d'identité dans notre société et comment elle le voit à travers son vécu et sa clientèle. Pour cela, elle va d'abord nous parler un peu d'elle et de son activité. Donc, je te laisse, Lydia, à ton tour. Yes, merci beaucoup. Merci de m'avoir invitée sur le podcast. C'est un vrai plaisir. Ça me fait plaisir aussi. Ouais, et puis bon, la perte d'identité, en plus, c'est un sujet qui me tient à cœur forcément, puisque pour moi qui suis vraiment experte en Human Design, forcément la connaissance de soi, la reconnexion à soi, c'est en lien direct avec ce sujet de la perte d'identité. Donc merci beaucoup à toi de m'avoir invitée à venir parler de ce sujet aujourd'hui. Donc par rapport à mon activité, je vous présente. Moi je m'appelle Lydia Van Messen. Donc je suis coach et enseignante en développement personnel et spirituel et donc experte en Human Design et donc formatrice également en Human Design. Je suis également tarologue et je réalise en particulier ce qui s'appelle des thèmes tarologiques de naissance, donc qui est aussi un outil de connaissance de soi. Voilà, entre thèmes tarologiques et Human Design, j'ai pas réussi à faire le choix entre les deux parce que voilà, les deux se complètent tellement bien et ils apportent vraiment des clés de compréhension de soi qui sont vraiment bluffantes de vérité. Et du coup voilà, j'adore. Je confirme. Ouais, j'adore vraiment utiliser ces deux outils en synergie. Et donc, j'accompagne les femmes principalement. Alors, je suis pas fermée complètement aux hommes. Hein. S'il y a des hommes qui veulent venir se faire coacher, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que voilà, j'ai une prédisposition particulière à accompagner les femmes parce que pour moi, c'est important que chaque femme, en fait, qui ait envie de se réaliser, puisse le faire et donc en particulier d'un point de vue professionnel, parce que pour moi, l'activité professionnelle, l'accomplissement professionnel, ça constitue quand même une grosse partie aussi de notre vie personnelle. Et voilà, et c'est important qu'elle puisse se réaliser. Et pendant trop longtemps, les femmes ont été un peu mis au rang des oubliettes, on va dire, voilà. Oui, à l'écart, oui, complètement. Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, il est temps que les choses changent et qu'elles puissent réellement prendre conscience de leur valeur, de ce qu'elles ont à apporter, et puis qu'elles s'autorisent aussi à pouvoir se réaliser pleinement. Donc voilà ce que je fais en fait avec mon activité. Donc je coach sur la reconversion professionnelle. Il va y avoir toute aussi tout ce qui a rapport à l'estime de soi et la confiance en soi qui arrive très prochainement puisque là je suis en train de terminer ma formation de certification de coach. Donc voilà, je vais pouvoir en plus ramener mes outils de coach professionnel avec le Human Design et ça va être absolument génial. Ça sera bien complémentaire alors. Ouais, exactement. Donc voilà ce que je fais avec mon activité. Voilà, j'accompagne les femmes à se réaliser professionnellement et personnellement. Ouais, donc tu constates qu'en ouverture de recherche de son identité, c'est vrai que tu as beaucoup plus de femmes, comme tu dis, que d'hommes. Hein. Moi, j'ai à peu près le même souci que toi. Hein. Enfin, c'est un souci sans en être un, mais c'est vrai que la femme a plus d'ouverture d'esprit sur ce genre de sujet que l'homme. Je dirais pas forcément que c'est un manque, c'est plus une ouverture d'esprit. Je dirais plutôt que les hommes sont peut-être encore plus conditionnés que les femmes, au final, à ne pas s'autoriser à être qui ils sont vraiment. C'est bien. Moi, je l'ai dit, je me suis dit, je vais la laisser le dire, ça sera mieux. C'est ça.
C'est ça, parce qu'il y a tellement de conditionnements et c'est ce qui fait justement qu'on arrive à un moment donné en perte d'identité. Pour remettre les choses dans le contexte et expliquer vraiment comment se forge la personnalité de chacun, que ce soit homme ou femme, peu importe. Au début, quand on arrive sur Terre, notre âme, elle arrive, bim, badaboum, elle est pure, voilà, et elle est dans l'expression pure de qui elle est. Et pour le coup, d'un point de vue design humain, quand on arrive sur Terre, on est dans la pleine incarnation de notre design. Parce que notre design humain, c'est nous dépouillés en fait de tous les conditionnements qu'on va avoir en fait après dans notre vie future. Donc, forcément, vu que on est conditionné finalement très 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 tôt, je dirais même dès les premiers jours qui suivent notre naissance, oui. Eh bien, forcément, on va être traversé durant notre enfance, notre adolescence et même toute notre vie. On va dire que c'est surtout la période de l'enfance et de l'adolescence où, eh bien, on va rencontrer des situations qui vont venir en fait ébranler notre âme, qui vont venir la perturber. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'âme, quand elle est dans l'invisible, on va dire, quand elle est désincarnée, en fait, elle baigne dans un océan d'amour pur, de plénitude, de bonheur, voilà, c'est le pays des bisounours, hein, grosso modo. Ouais, j'allais te le dire. Les gens, ils vont croire, ça y est, on a fumé la moquette et on est dans le monde des bisounours. Voilà. Mais ça. Mais c'est un peu ça, oui. Voilà. Et quand elle débarque sur Terre, il faut savoir que la Terre, quand même, c'est un plan de conscience qui est assez lourd, assez difficile, où il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de douleur, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas normales, on va dire, d'un point de vue de l'âme, en fait. Une âme qui est pure, qui est dans l'amour inconditionnel. Elle arrive sur Terre et dès petit, on va se retrouver confronté à l'école à être moqué, à être critiqué, à se faire emmerder par d'autres enfants qui peuvent être méchants vis-à-vis de nous. Ça peut être aussi vis-à-vis des adultes, tout simplement, selon les différentes expériences de vie. Hein. Malheureusement, il y a des âmes qui naissent dans des familles et qui vivent des choses très difficiles, des traumas très difficiles dès l'enfance avec des adultes aussi, que ce soit des violences physiques, des violences verbales, des abus de toutes sortes. Bon voilà, chaque âme choisit son chemin. Mais c'est vrai que d'un point de vue humain, on a le voile de l'oubli qui fait qu'on n'a pas conscience en fait que c'est notre âme qui a choisi de vivre ces choses-là pour venir les transcender. Et d'un point de vue humain, c'est très difficile en fait à supporter. Donc notre âme en fait va être confrontée finalement à des souffrances, des blessures très très tôt. Et en fait notre part humaine, si je puis dire, va faire en sorte en fait de construire une armure autour d'elle pour se prémunir de ces blessures et pour pouvoir mieux supporter, on va dire, la vie humaine, la vie sur Terre. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on va commencer à construire notre part ego. Ce qu'on appelle l'ego, cette fameuse partie de notre personnalité qu'on a souvent tendance à diaboliser. Et c'est vrai, quand on est dans le développement personnel, spirituel, on est toujours en dire, oh là là, l'ego, il faut que je me libère de mon ego, parce que mon ego m'empêche de faire plein de choses. Alors, oui, dans un sens, c'est vrai, mais en même temps, il ne faut pas non plus complètement le diaboliser parce que notre partie ego, c'est une partie de notre personnalité qui est là pour nous protéger. Oui. C'est en quelque sorte... Alors, j'aime bien imaginer l'ego avec l'image de la tour dans le tarot de Marseille, la carte de la tour. Ouais, la tour, ouais. Voilà, parce qu'en plus, pour le coup, c'est d'un point de vue symbolique, c'est vraiment la représentation de l'ego. Mais c'est tellement ça. En fait, quand on voit l'image de la tour, en fait, il faut s'imaginer nous, en fait, notre enfant intérieur, qui est pur, qui est innocent, qui est amour pur, qui est bien planqué, en fait, tout au fond de la tour. Et puis, toute la tour, là, c'est cette grande muraille de pierre, en fait, qui monte très, très, très haut. C'est notre ego. Ouais. C'est toute la muraille, en fait, qu'on s'est construit depuis enfant. Et tout au long de notre vie. Une sorte de cage, pour nous protéger. C'est même plus qu'une forme de cage, parce que là, c'est vraiment, la tour, tu vois, c'est des grosses pierres. Voilà, c'est ça, c'est des grosses pierres, le truc incassable, machin, vraiment, pour y aller... Pour la détruire, il faut vraiment y aller à coup de renfort, tu vois. Et quand tu fais justement ce travail en coaching, en développement personnel, pour venir justement un petit peu casser la muraille de l'ego et pouvoir libérer notre lumière et notre amour, eh bien, ça demande du temps.
Et plus il y a de trauma, plus il y a de souffrance, et plus c'est ancré en nous, et plus ça va être difficile justement de pouvoir venir en fait retrouver justement notre innocence. Et notre enfant intérieur, en fait, lui, c'est ça. En fait, il faut voir vraiment l'ego comme un petit enfant. C'est un petit enfant qui a été blessé, qui a peur de souffrir à nouveau. Et au lieu de le diaboliser, en fait, il faut au contraire lui apporter beaucoup d'amour, beaucoup de compassion et venir se reconnecter à lui, lui dire qu'on le comprend et que maintenant on est grand, on est adulte, on a les armes pour pouvoir se défendre. On sait que la vie c'est pas facile, mais on sait aussi qu'on a les ressources en nous pour pouvoir y faire face. Et au lieu de venir détruire notre ego, c'est plutôt en fait venir remettre de l'amour dessus et venir remettre de l'amour sur nos souffrances. Et ça va passer par tout un chemin de guérison, par tout un chemin de pardon aussi. Ça, je sais que c'est la partie qui est difficile à avaler. Ça, logiquement, je te le confirme, mais gérant les gens sur l'enfant intérieur et ayant fait quelques séances ces derniers temps, l'ego, l'orgueil est le plus difficile à évacuer et le pardon est pas encore au point. Mais réussir à casser le mur de pierre, certains y arrivent, donc ça va. Mais c'est vrai que c'est quelque chose... disons qu'on nous a un peu formés dans ce sens-là aussi, en protection. Donc, bien sûr. Lâcher prise n'est pas prise en compte. Exactement. Donc, c'est vrai que c'est compliqué parce que d'un côté, nous, on s'est construit cette muraille pour nous protéger. Et puis, d'un autre côté, effectivement, comme tu dis, les conditionnements sociétaux au niveau de l'éducation, que ce soit avec nos parents, que ce soit à l'école, dans le monde du travail, c'est partout de toute façon. C'est partout. Voilà. C'est du moment que tu es né, tu es sorti le ventre de ta mère, ça y est, tu y as droit. C'est ça, voilà, c'est ça. Et tout ça va faire effectivement qu'on va porter des masques pour éviter justement de montrer notre vulnérabilité, parce que forcément, si on montre notre vulnérabilité, ça veut dire qu'on montre nos faiblesses et puis qu'on va se faire attaquer. Et puis ça va être aussi du coup tous ces conditionnements qui vont faire qu'effectivement on nous a appris depuis toujours que il ne faut surtout pas montrer ses émotions. Tu vois quelqu'un qui se met en colère en public, tout le monde le regarde avec des yeux éberlués, mais qu'est-ce qui lui arrive, il est fou. Non, c'est juste qu'il exprime sa colère. C'est exactement ce que je pense exactement comme toi. C'est on n'accepte plus les émotions, comme tu dis, quand quelqu'un est en colère, on le regarde comme s'il était d'une autre planète. Une personne qui pleure, qui est hypersensible, on lui dit mais arrête, c'est bon, c'est juste un film. Montrer ses émotions est mal vu. Donc, exactement. Et c'est pour ça que pour en revenir aux hommes, justement. Je pense que ce côté justement un peu orgueilleux, non mais moi j'ai pas besoin de me faire coacher, c'est bon, je gère ma vie, je sais exactement ce que je dois faire, j'ai pas besoin de conseils, j'ai besoin d'aide de personne. Et ça aussi en fait c'est un conditionnement parce que les hommes, alors surtout les hommes de notre génération, on était encore dans un mode d'éducation où si t'es un homme, tu dois montrer que t'es un homme, donc tu dois être viril. Voilà, tu dois faire du sport, tu dois aimer le foot, tu dois aimer les bagnoles, machin, parler politique, parler fric, argent, business, machin. Enfin, tous les trucs vraiment qui font l'archétype de l'homme par excellence, on va dire, tu vois. Et du coup, en fait, là-dedans, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plein d'hommes qui, à la base, étaient hypersensibles parce que on a tous une part masculine et une part féminine en nous, hommes et femmes confondus, et effectivement, il peut y arriver parfois que des femmes aient une part masculine prépondérante par rapport à leur part féminine. Parce que même l'âme, en fin de compte, même si l'âme n'a pas vraiment de sexe à proprement parler, elle peut avoir aussi une prédominance d'énergie, quoi. Donc forcément, ça va ressortir. Ça va dépendre aussi de tes vies antérieures. Moi, j'ai une patiente, elle a toujours été un homme. Cette fois-ci, elle est une femme. Ouais. Donc, exactement. Donc forcément, la vitesse. Exactement. Elle est un peu perdue. C'est ça. Mais du coup, forcément, c'est la même chose aussi pour les hommes. Un homme qui a une part féminine plus développée que sa part masculine, forcément, il va avoir une sensibilité qui va être beaucoup plus grande. Et ces hommes-là, forcément, dès tout petit, on leur a dit « Non, mais t'as pas le droit de pleurer, en fait.
T'es un homme, tu dois être fort, tu vois. L'homme, il est fort, c'est le pilier de la famille, il doit tenir tout le monde, et puis c'est lui qui doit ramener l'argent au foyer, etc. Donc, tu vois, il y a toute une espèce de chape de plomb comme ça, en fait, qui pèse sur le dos des hommes, qui font qu'ils se sont créés, en fait, une identité, qui pensent être leur identité, mais qui, en réalité, est une identité complètement fictive, qui ne correspond pas à qui ils sont en réalité au fond d'eux-mêmes. Donc, ils vont s'interdire quelque part de voir la vérité nue, parce que voir la vérité nue, ça veut dire, t'imagines, du jour au lendemain, c'est ça, c'est du jour au lendemain, tu réalises, ah ouais, mais en fait, je suis pas comme ça, et en fait, c'est vrai qu'on m'a forcé des tout petits à montrer l'image de quelqu'un de vaillant, de fort, mais en fait, au fond de moi, j'ai envie de pleurer, quoi. Et juste des fois, j'ai envie de lâcher, j'en ai ras-le-bol, j'ai envie de tout claquer et juste de vivre ma vie et foutez-moi la paix. Sauf que, bah voilà, qu'est-ce que les autres vont dire de moi? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Je vais être critiquée, je vais être jugée. Tu vois, il y a tout ça, toutes ces peurs de jugement, du regard extérieur qui vont faire, qui vont s'interdire. Et moi, ça me fait mal au cœur. Ouais, c'est ça. Voilà, mais on revient toujours à la peur, toujours le problème de la peur. Exactement. Et c'est le même problème qui se pose aussi pour les femmes. Alors, c'est vrai que les femmes vont avoir moins de difficultés peut-être à montrer leur sensibilité parce que bon, voilà, quand t'es une femme, bon, tu pleures, ouais, bon, c'est des femmes, quoi. Donc, c'est moins grave, on va dire. Mais oui, finalement, tu as le droit à, oh, ça va, le petit côté nunuche, c'est bon, ça suffit. Oui, voilà. Tous les 5 minutes. À un moment donné, je sais pas, la liberté sexuelle est arrivée, les femmes sont fortes maintenant. Oui, c'est vrai. Mais le problème, c'est que comme tu dis, voilà, c'est ça, c'est qu'on est en train de tomber en fait dans le piège inverse. C'est-à-dire que les femmes sont en train de devenir des hommes, mais non, en fait. Il faut vraiment revenir finalement à un point d'équilibre et juste en fait se libérer de tout ça, se libérer des conditionnements, se libérer de tout ce regard extérieur pour juste revenir nous-mêmes et être qui on est tout simplement, homme comme femme, parce que finalement, on passe notre temps en fait à souffrir derrière des masques qui ne sont pas nous. Et par rapport à cette perte d'identité, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que notre âme, elle est pure, elle est amour pur, elle est venue s'incarner sur Terre pour expérimenter quelque chose, plusieurs choses, peu importe. Et en plus, dans notre période particulière, il y a énormément d'âmes qui sont venues s'incarner justement pour réveiller les consciences et pour ramener l'amour sur Terre. Voilà, comme Jésus l'a fait il y a 2023 ans. Sauf qu'il est il s'est peut-être incarné en termes de timing, c'était pas. Oui, voilà, c'est comme Bouddha, pareil. Ils ont essayé des choses, mais bon. Ils ont essayé, mais ouais, les hommes étaient pas prêts. Là, ère du Verseau, hein, on espère que ça y est, ça va commencer à bouger. Donc voilà. C'est vrai que toi, autant que moi, on a quand même. Enfin, moi, je vois surtout par rapport aux auras, puisque bon, tu as fait le mien, j'ai fait le tien. Donc voilà, on a ce côté magique pour apporter à notre façon des solutions et pour que les âmes avancent sur cette terre. Mais voilà, moi depuis le Covid, je vois que, enfin, il y en a de plus en plus. Donc c'est bien, c'est bien. Il y a de l'éveil, il y a de l'éveil qui se met en place. Clairement, il y a de l'éveil. Et parce qu'il y en a certains, ils savaient même pas qu'ils avaient des capacités, et quand ils le savent, c'est oh mon Dieu. Oui, c'est ça. Exactement. Je suis comme ça, mais je suis merveilleux ou merveilleuse. Je suis bah oui. Le temps de se réveiller pour venir au monde. Mais tout ça pour dire que, voilà, comme on est beaucoup d'âmes quand même à être venues s'incarner pour ça, quand même, hein, pour éveiller les consciences et ramener l'amour sur cette terre et puis en finir avec toutes ces souffrances et ces atrocités, etc. Du coup, il y a beaucoup de personnes, à un moment donné, qui finissent par se réveiller. Alors, pas dans la douceur, bien évidemment, parce que quand on commence à se réveiller et à se rendre compte que oh, mais dis donc, ce que je fais tous les jours, ça n'a vraiment aucun sens. Qu'est-ce que je me fais dans ma vie? Bah forcément, voilà, c'est confrontant. Parce que on a d'un côté notre âme qui est là, qui est en train de nous appeler à aller vers autre chose et à aller vers la pure
la plus pure expression de notre mission de vie. Et d'un autre côté, on a notre ego qui est là. Non, mais j'ai trop peur d'y aller. Parce que c'est ça, l'ego, c'est notre enfant intérieur, c'est un petit enfant. Et il a peur de se confronter au monde, il a peur d'être critiqué, il a peur d'être jugé, il a peur d'être rejeté. Et du coup, il a peur d'échouer. Voilà, il a peur d'échouer. Donc, du coup, il ose pas, en fait, faire des choses. Donc, on est tiraillé, en fait, entre ces deux trucs-là. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on en arrive à cette fameuse perte d'identité. C'est ça. Parce que, en fait, quand on pense à ce besoin d'identité, en réalité, la seule partie de nous qui a besoin de se forger une identité, c'est notre ego. Oui. Notre âme, elle n'a pas besoin de se forger une identité. Et tu vois ça, je l'ai vu encore récemment. On a tous une identité, puisque notre âme a une identité. Voilà. Elle a sa propre identité. Mais c'est ça qu'on a oublié aussi. C'est, comme tu dis, l'identité de notre âme, c'est le chemin de vie qu'on s'est décidé. Sauf que, bon, voilà. On l'a perdu dû aux conséquences de la vie, voilà, de tout ce qu'on nous a impliqué et forcé à faire, inconsciemment ou consciemment. Mais c'est ça, c'est vraiment ce côté où notre identité, c'est retrouver l'identité initiale. Ouais, exactement. Et, voilà. Donc, alors, effectivement. Toi, tu la vois, toi, par exemple, quand tu fais en Human Design, tu vois ce genre d'éléments. Exactement. Alors, je vais voir effectivement les plus grandes forces de la personne. Là où je vais vraiment voir en termes d'identité profonde, c'est plus avec le thème tarologique de naissance. Encore plus avec le Human Design. Parce que l'Human Design, il va vraiment mettre en lumière tes capacités, tes zones de génie, là où vraiment tu excelles, tu vois, où sont tes talents. Alors que le thème tarologique, lui, il a un niveau beaucoup plus profond. Et pour le coup, c'est vraiment une lecture de l'âme. Et là, on va vraiment voir ta personnalité intrinsèque. Il y a une maison en particulier dans le thème tarologique de naissance, qui est la maison 9. C'est la maison de l'âme. Où là, vraiment, c'est ton identité la plus profonde. Et là où tu sais vraiment, bah voilà, qui tu es intrinsèquement. Donc, effectivement, il y a cette partie de notre identité d'âme, on va dire, qui est liée effectivement à la mission de vie que notre âme s'est donnée et avec ce qu'on peut amener au monde et comment est-ce qu'on peut contribuer du coup pour aimer et aider les autres. Mais d'un autre côté, j'ai une autre vision par rapport à ça. Que j'ai conscientisé tout récemment, justement, avec des consultations que j'ai pu faire, justement, en HD. Beaucoup de personnes qui avaient le centre de l'identité non défini. Donc, le centre de l'identité... Ça va bien avec le thème, perte d'identité. Voilà, le centre de l'identité, donc c'est le centre, on l'appelle aussi le centre G. C'est un centre c'est le 4e sens en partant du haut, quand on regarde le schéma corporel de Human Design. Alors, pour ceux qui ont un esprit tordu, on ne parle pas du point G. Non, on parle du centre G. Centre G. C'est le centre de l'identité, c'est le centre du monopole magnétique, on l'appelle aussi le siège de l'âme. En Human Design, c'est pas pour rien, justement. Et on est quand même un sacré paquet de la population à avoir ce centre G non défini. Un centre non défini, par excellence, ça veut dire qu'il est non défini. Donc, notre identité, en réalité, est non définie. Ah, mais c'est inquiétant. Non, mais alors justement, tu vas voir là où je mène la réflexion. C'est que quand on a le centre G non défini, en fait, on est une éponge, en fait. Et on va, en fait, capter les identités, en fait, des autres personnes autour de nous. Et ça va faire de nous, en fait, un excellent guide. Parce que on a ce côté, justement, caméléon, qui va pouvoir s'adapter, en fait, à toutes les personnes qu'on va rencontrer. Et donc, immédiatement, en fait, on va savoir quelle est la bonne direction pour telle ou telle personne. C'est pour ça que souvent, les personnes qui ont un centre G non défini, bah, comme elles vont s'adapter, en fait, aux différentes personnes qu'elles vont rencontrer, elles vont tout de suite voir, toi, je te verrai trop là-dedans, toi, je te verrai trop là-dedans. Et tout de suite, tu vas savoir, en fait, où les personnes vont pouvoir se diriger. Et moi, par exemple, c'est un talent que j'ai. Alors, j'ai le centre G non défini, je suis projecteur aussi, donc le projecteur, en plus, lit à l'intérieur des gens. Donc, forcément, j'ai le double power, on va dire. Mais en plus, c'est ma première incarnation. Parce que j'ai la porte 2 en soleil conscient, et la porte 2, c'est la porte de la direction. Donc, voilà. Okay. Donc, j'ai tout le package. Au contraire, c'est valorisant de ne pas avoir cet élément-là défini, quoi. Parce que tu peux Exactement. voir les autres.
Et ben voilà, exactement. Par rapport à ça, je suis la meilleure personne, on va dire, pour pouvoir justement les aider à se diriger dans leur vie et puis à trouver ce qui est bon pour eux. Et donc, dernièrement, j'ai eu beaucoup de personnes qui, comme moi, avaient le centre G non défini, qui étaient justement dans une démarche de quête de sens, donc à pouvoir en fait trouver une activité qui leur convient. Et beaucoup me disaient, en fait, j'ai le sentiment de pas vraiment savoir qui je suis, de pas savoir ce que je veux réellement. J'ai peur de me tromper de voie. Et vraiment cette question du qui suis-je qui revenait tout le temps en fait en permanence. Et effectivement, toutes les personnes qui ont le centre G non défini ont cette question qui revient en permanence du qui suis-je et elles vont avoir tendance justement à vouloir absolument se définir ou même tu sais à faire tout un tas de formations etc pour donner un titre en fait pour pouvoir se définir parce que le fait de pas pouvoir se définir quelque part c'est un peu une souffrance, surtout dans une société en fait où on nous pousse en permanence justement à se définir, à se mettre dans des cases, à avoir une étiquette sur le front. Mais encore une fois, ça c'est un besoin de la société et c'est un besoin de l'ego qui a besoin de se conformer à la société pour ne pas être rejeté. Donc encore une fois, c'est une construction. Mais sauf que le problème, comme tu dis, les personnes ne savent pas qui ils sont. Moi, je vois, ils ont des capacités, ils ont des auras, ils ont tout ce qu'il faut. Et qu'est-ce que je dois faire? Je sais que ça me plaît pas ce que je fais, mais je sais pas qu'est-ce que je dois faire. Je sais pas qui je suis, je sais pas où je vais. Alors voilà. Voilà. Donc. Et alors justement, j'en suis venue à cette réflexion en fait par rapport à ça. C'est quand ce qu'il faut comprendre, c'est que ce besoin d'identification, ce besoin de se coller une étiquette, de se mettre dans des cases, etc., de se définir, c'est un besoin de l'ego. Mais quand on se place du point de vue de l'âme, moi c'est ce que je dis toujours, revenir à l'âme, se placer du point de vue de l'âme, prendre du recul, on s'éloigne de notre corps humain, là, de notre petite humaine, et on revient se placer du point de vue de l'âme. Et quand on se place du point de vue de l'âme, ça relativise mais tellement les choses sur la vie. Et en fin de compte, tu vois, l'idée, c'est que, en fait, l'âme, elle n'a pas besoin de se définir. L'âme, elle fait quoi? L'âme, elle vient s'incarner sur Terre pour vivre une expérience, point. Oui, c'est ça. L'âme, elle vient sur Terre pour être, pour exister. Tu regardes les animaux. Alors, toi, en plus, qui es chaman, voilà, les animaux, tu connais, hein, c'est quand même ton domaine. Mais tu regardes les animaux, tu crois qu'ils vont aller se coller une étiquette? Genre, tu crois qu'un lion, il va se dire, ouais, moi, je suis le roi des animaux. Mais il s'en tape, le lion. Il le pense pas mal, quand même, hein. C'est dans parce que justement, il faut savoir que quand même dans les animaux, tu as ils ont aussi leur identité puisqu'ils ont des choses à travailler donc sur leur comportement et leurs valeurs. Hein. Donc si tu es un lion ou que tu es un raton laveur, n'est-ce pas, tu n'auras pas les mêmes choses à faire. C'est ça. C'est chacun a son petit travail à faire, mais c'est pas dans le sens où tu changes ton identité. C'est au contraire, tu la développes. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que eux, ils vont pas aller se poser 36 000 questions, en fait. Non. Un oiseau, c'est un oiseau. Enfin, je veux dire, ils sont là, en fait, ils sont incarnés sur Terre et ils vivent leur vie, en fait. Ils vivent leur vie et ils se posent pas 36 000 questions à savoir, qui je suis, machin. Mais alors ça, c'est vraiment des conceptions. Sa priorité, c'est manger, boire, dormir, nourrir ses petits, survivre. Exactement. Mais alors, ce qu'il faut pas oublier, c'est quand même qu'à la base, on fait quand même partie du règne animal. Alors certes, mais ça on l'a oublié. Plus évolué. Voilà, c'est ça. Mais à la base, on fait quand même partie du règne animal. Donc certes, un règne animal un peu plus évolué, avec une conscience, mais notre conscience, elle doit pas nous servir, en fait, à nous torturer, à se faire des nœuds au cerveau, en fait. Notre conscience, elle est là pour nous permettre, justement, de pouvoir créer des choses dans la matière, qu'on n'est pas en capacité de pouvoir faire de l'autre côté, puisque de l'autre côté, il n'y a pas de matière, justement. Oui, c'est ça. Et on a la chance de venir s'incarner sur Terre pour vivre des expériences de dingue, pouvoir construire des choses dans la matière et concrétiser, en fait, tout ce qu'on a envie de concrétiser. Et finalement, la seule chose qu'on a à faire, c'est d'être. Voilà, exister, assurer notre survie et suivre nos envies, en fait. Suivre nos envies, suivre nos désirs, suivre nos passions. Et peu importe quelles que soient ces passions. J'ai beaucoup de personnes qui me disent « Ah oui, mais moi, je suis multipassionnée, j'ai envie de faire plein de choses et du coup, j'arrive pas à choisir. » Et là encore, il y a encore ce conditionnement à vouloir absolument se foutre dans une case, mais
Ce que je leur Mais dis, c'est parce qu'on nous met dans une case, tu sais, voilà. dès l'enfance, dès l'enfance, on te dit bon alors quel bac tu veux faire, qu'est-ce que tu veux faire comme métier. Après quand tu es employé, ah bah non, vous devez faire que ça. Après quand tu es à Pôle Emploi, on te dit faut choisir une case, vous n'avez pas le droit de choisir plusieurs. Le multifonctionnel, le multitâche et multipotentiel est pas bien pris. Donc Exactement. voilà. Et là Si tu as encore, envie de changer, c'est compliqué. mais oui, mais là encore, c'est encore une fois, tu vois, une vision de l'ego qui veut absolument vouloir se conformer. C'est pour ça, il faut vraiment sortir de ça et juste conscientiser qu'on a une multitude de possibilités, qu'on a le droit de vivre plusieurs vies en une vie, qu'on a le droit d'exercer plusieurs métiers si c'est notre souhait. Et finalement, tu vois, il n'y a pas à se torturer, à savoir, ouais, est-ce que c'est le bon choix, est-ce que c'est pas le bon choix. C'est quoi ton envie du moment? Qu'est-ce que tu as envie d'expérimenter là, maintenant, tout de suite, et go! Tu y vas, quoi. Tu te poses pas de questions, tu vois, à dire, oui, mais est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Bah, teste! Expérimente, tu verras. Et puis, si c'est pas fait pour toi, bah, tu changes. Mais tu vois, tu vois, on a l'impression comme tu dis, c'est tellement formaté que, par exemple, la personne, elle arrive, elle est épuisée, mais elle commence à te dire, ah ouais, ah bah faut que je fasse à manger pour les petits enfants. Ah oui, bah j'ai le petit-fils qui arrive. Ah bah j'ai le neveu. Ah bah j'ai ma mère qui est hospitalisée. Ah j'ai machin, mais je suis fatiguée, j'ai plus le temps pour moi. Bah t'es pas la seule. T'as des frères et sœurs. Pourquoi c'est toi? Ah oui, mais je culpabilise. Bah, donc, pourquoi tu te plains si tu n'es pas bien, mais tu ne fais pas les choses pour te faire du bien? Donc, si ça ne te convient pas, pourquoi tu le fais? Ah bah, la culpabilité, voilà, l'ego, la culpabilité, ça va avec. Donc, ce qui fait que la société, les gens marchent avec la culpabilité. Ou sinon, ah, ce métier me plaît pas, mais bon, j'ai un salaire, mais bon, bah, j'ai des enfants à nourrir, j'ai mes parents, j'ai ceci. Oui, mais si tu mets pas ta volonté de faire ce que tu as envie, bah, soit tu tomberas malade et tu n'auras pas plus. Donc, soit tu fais réellement ce que tu aimes et voilà, tu cherches à savoir ce que tu aimes, parce que beaucoup de gens ne savent pas ce qu'ils aiment, pas du tout. Comme tu dis, on a un point de vue d'identité, ils n'ont pas de passion, aucune passion. Voilà. Alors qu'en réalité, ils en avaient sûrement des gens qui leur disent c'est quoi leur hobby, je m'adapte, je ne sais pas. Donc voilà, tu te dis, voilà, il y a un gros problème. Donc, oui, c'est ça. Donc, voilà, il faut un éveil, il faut que les gens recommencent à savoir qui ils sont, où ils en sont. Je sais pas, toi, enfant, quand tu avais envie de quelque chose, tu le faisais. Ouais, exactement. Voilà. Donc maintenant, même les enfants, ils sont scotchés devant un écran, mais ils font pas réellement ce qu'ils aiment. Parce que comme ils ne connaissent rien d'autre. C'est ça. Et un formatage aussi. Ah oui, mais complètement. C'est pour ça que cette perte d'identité, finalement, elle est salutaire. Elle est salutaire dans le sens où elle nous amène justement à nous poser les bonnes questions. Et même si c'est challengeant, même si c'est confrontant, c'est toujours pour notre bien. Et voilà. Et là, pour le coup, il faut vraiment pas hésiter justement à se faire aider d'un professionnel qui va avoir justement les bonnes questions, qui va avoir cette vision en fait de pouvoir amener la personne justement à se poser les bonnes questions et aussi à se libérer de ses freins, se libérer de ses peurs, hein, parce que les peurs, elles sont tellement présentes. Ouais, c'est ce qui est vraiment ce qui arrive en premier lieu. Et en plus, on a toujours cette capacité incroyable à s'imaginer le scénario du pire, parce qu'encore une fois, notre ego veut nous protéger, donc il va faire en sorte de nous envoyer tout un tas d'idées pourries dans la tête. Logiquement, on est nourri à ça, parce que dès l'enfance, on te dit fais pas ci, il va t'arriver ça, prends pas ça, tu auras ça. Donc automatiquement, quand tu dois prendre des initiatives qui sortent de ta zone de confort, c'est ça. T'as la panique à bord en te mettant on appelle ça tous les scénarios catastrophes. Voilà. Et c'est vrai que moi, je sais pas si toi dans ta clientèle, tu as beaucoup de gens qui ont fait des burn-out ou voilà. Ouais, c'est ça. Chez moi, on arrive au stade du burn-out pour comprendre. Oui, c'est ça. On a l'impression à chaque fois que les choses ne peuvent jamais se faire dans la douceur. Il faut toujours pousser au bout du bout, jusqu'à ce qu'à un moment donné, le corps stoppe. Parce que là encore, dans le cas du burn-out, ce qu'il faut comprendre, c'est que le corps suit toujours l'esprit. Toujours. Oui. Donc, si l'esprit n'y est plus et n'a plus envie,
Au bout d'un moment, on peut tenir autant qu'on veut avec le mental. Ça va nous générer, bien sûr, des états de stress, de malades mentaux. Et quand on regarde les choses d'un point de vue physiologique, cette fois-ci, on a 2 hormones qui sont responsables, on va dire, enfin, qui nous permettent, on va dire, de gérer le stress. C'est le cortisol et l'adrénaline. Qui sont produites par les glandes surrénales. Sauf que ces glandes surrénales ne peuvent pas produire, en fait, ces hormones-là en continu. Il n'y a pas un stock, si tu veux, inépuisable. Non. On a un certain stock. Donc, au bout d'un moment, quand on a tiré, bah, nos glandes, elles crachent en permanence. Et vas-y, je t'en balance, en veux-tu, en voilà, pour nous aider à tenir. Sauf que le jour où les stocks sont à plat, et bah, boum, blackout, burn-out. Et là, on n'a plus de jus, ni dans le cerveau, ni dans le corps. Ouais, c'est ça. Voilà. Et là, on n'a pas d'autre choix, en fait, que bah, de se poser les bonnes questions. Parce que de toute façon, on en arrête. Et même le cerveau, en fait, il n'est plus alimenté en sucre ni rien. Et c'est pareil, il est en berne totale. Donc, si on pouvait éviter d'en arriver de là. Il y a même des personnes ayant fait un burn-out, ils retournent. Ah oui. Ils aiment ça. Oui, parce que ça vient nourrir le corps de souffrance. Et le corps de souffrance aime être nourri. C'est ça. Comme ils n'ont toujours pas compris, bah, ils remettent une couche. Donc c'est inquiétant. Donc, et je ne sais pas, toi, ton avis, parce que là, on parle au point de vue spiritualité, âme et tout, mais au point de vue sociétal, voyant qu'il y ait autant de personnes en crise, en burn-out, en fatigue, et en plus, on veut nous rajouter une retraite beaucoup plus âgée, alors déjà à 40 ans ou même avant on craque, alors je sais pas si on tiendra jusqu'à l'âge où il nous demande, mais à savoir si est-ce que notre société est-ce qu'elle pourra s'en sortir ou est-ce qu'on est dans une perte d'identité totale et ça, est-ce qu'on sera un peu comme la chute de Rome, tu vois? Alors écoute, moi je veux avoir confiance en l'avenir et confiance en l'être humain. Je me dis quand même qu'on est un paquet d'âmes éveillées à s'être incarnées sur Terre pour ça. En commençant par toi et moi. Je m'adresse à tous les profils 6-2. Je me sens concernée. Voilà. Toutes les lignes 6, toutes les lignes 5, là, on est là pour le collectif, donc on est là pour amener du mouvement là-dedans. Non, il y a quand même un éveil qui se fait de plus en plus. Ouais. En plus, au niveau planétaire, cosmique, on est aidé aussi dans ce sens. Moi, je garde espoir. Alors, c'est peut-être ma ligne 6 qui est résolument optimiste, utopiste, qui pense qu'on va y arriver. Mais non, mais il y a une prise de conscience qui se fait quand même parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui se rendent compte quand même qu'ils sont dans un non-sens. Et la crise de Covid, pour le coup, elle a eu quand même cet effet coup de fouet pour permettre quand même aux gens de se rendre compte que la vie qu'ils mènent n'est pas la vie qui est la plus adéquate pour eux et qu'ils se perdent en fait à passer des heures au boulot, dans les transports, à pas pouvoir profiter de leur famille, de leurs enfants, etc. Et en fait, ça a permis quand même de mettre ça en lumière, de se dire, ouais, non, mais attends, mais c'est n'importe quoi, en fait. Sans parler du manque de reconnaissance que tu as au travail, de la pression que tu subis, etc., de pas pouvoir être libre de faire ce que tu veux en termes d'organisation de temps, d'organisation de tâches. Parce que là, c'est pareil, tu vois. Tu vas avoir des talents particuliers et puis on va te dire, bah non, il faut que tu fasses comme ça. Moi, je sais que, alors moi, j'étais une vraie rebelle au travail. Je faisais jamais rien comme on me disait de faire. En fait, je faisais tout bien quand il y avait des formateurs qui venaient, qui faisaient des audits, machin, je faisais tout bien comme ils voulaient. Et puis, dès que j'étais toute seule sur mon poste, c'est-à-dire, je fais des trucs à ma sauce. Mais, parce qu'encore une fois, tu vois, on a nos talents particuliers. Moi, en tant que projecteur, et comme pour tous les projecteurs, on a ce talent de pouvoir mettre notre focus, notre concentration, en fait, de travailler sur un laps de temps très, très court, mais de fournir un travail de malade. Mais par contre, derrière, il faut se reposer. Et quand tu es dans un poste salarié, tu fais du 9-17 toute la journée, que tu es tête dans le guidon et que tu dois faire tant de dossiers, tant de machins, tant de trucs avec des objectifs. Je veux dire, c'est là encore, tu vois, c'est pas du tout adapté. Un projecteur, il peut être autorisé à bosser peut-être que le matin, faire son taf et puis avoir sa journée de libre après, tu vois. Parce que c'est ce qui est bon. Ça, c'est pas en France en tous les cas, c'est pas encore d'actualité. Pas encore, voilà, c'est encore un peu tôt, tu vois, c'est pareil. Moi, quand j'ai fait ma formation de coach, tout de suite, on m'a posé la question, est-ce que tu veux préparer le coaching d'entreprise avec le titre RNCP pour coacher l'entreprise?
Je fais, mais les entreprises françaises ne sont pas prêtes pour le design humain encore. Ils ont été formés en management, justement. Tout ce que j'ai appris, je n'ai pas pu l'appliquer puisque la direction était contre ce qu'elle m'avait demandé. Mais voilà, c'est ça. Mais parce que, voilà, il y a tellement à faire de ce côté-là, tu vois. Moi, je me sens pas l'énergie d'aller bousculer le monde de l'entreprise par rapport à ça. Donc, je préfère accompagner les particuliers, tu vois, ou les professionnels indépendants. Mais parce que, voilà, il y a cette ouverture qui commence à se faire. Et je pense que d'ici quelques années, ça va vraiment changer et qu'on va commencer à prendre en compte tous ces outils-là non conventionnels parce qu'ils amènent tellement de choses et il y aurait tellement de choses à faire avec le design humain en entreprise. Mais si on pouvait mettre les personnes au bon endroit en fonction de leur talent et de ce qui... Oh là là, mais on ferait des entreprises. Moi, je pensais carrément même tu vois, en sortant du bac ou même un peu avant, savoir partir sur quoi, parce que quand on te demande à 17 ans, 18 ans, quelle étude tu veux faire et qu'en fin de compte, à 20 ans, 22 ans, tu te dis, mon Dieu, mais c'était pas la voie que je voulais et en fait, ça me correspond pas. Ou même un peu plus tard, parce que non, au bout de 5 ans, 6 ans, 7 ans d'études, se disent, mais j'ai passé 7 ans à faire un truc, en fin de compte, ça me parle pas. Donc, oui, voilà. Non, mais complètement. Mais là encore, tu vois, c'est parce que dans le mode d'éducation, on pousse les jeunes, finalement, encore une fois, à se mettre dans une case. Et à devoir choisir une voie, et genre, ça va être ta voie pour toute la vie. Alors moi, je voudrais lancer un message à tous les étudiants, là, à tous les lycéens qui nous écoutent, il y en a qui nous écoutent, ou des parents, parlez à vos enfants, et dites-leur juste de choisir la voie qu'ils ont envie de suivre, là, maintenant, tout de suite. Voilà. Ouais. Et que plus tard dans leur vie d'adulte, ils auront tout le temps de se former, d'apprendre de nouvelles choses. Parce que la vie, c'est ça aussi. La vie, c'est un apprentissage permanent. Et on est là aussi pour apprendre, évoluer tout au long de notre vie. Et c'est normal si la voie qu'ils choisissent aujourd'hui à 18 ans ne va pas être la même qu'ils vont choisir à 30 ans. Et elle va peut-être encore être différente à 40 ou à 50 ou 60 ans. Peu importe, on s'en fout. La vie, elle est faite pour être expérimentée. Donc, peu importe, en fait, si on a envie de changer de voie à un moment donné, si on a envie de se former à autre chose, de se reconvertir, de changer, etc. Il faut pas avoir peur de ça. Parce que la vie, de toute façon, est impermanente par nature. Et nous, on essaye de figer les choses. Mais comment on peut avoir la prétention et l'audace de croire qu'on va pouvoir figer les choses dans un monde qui est en permanence mouvant? C'est impossible, en fait. C'est toujours une question de peur, c'est une question de sécurité. C'est te dire que, comme nos parents ou nos grands-parents, tu fais un métier jusqu'à la fin de ta vie, mais juste pour mettre le beurre dans les épinards, mais sans passion. Voilà. Alors maintenant, c'est l'inverse. C'est au contraire, tu as envie de faire quelque chose qui te fait vibrer. Moi, je fais une formation en entrepreneuriat. On est 40 femmes. Dans les 40 femmes, tu vois que elles sont lasses de leur ancienne vie, elles ont envie de quelque chose de nouveau, qu'elles soient fonctionnaires, pas fonctionnaires. C'est juste, oui, j'ai envie de faire un truc qui me fait vibrer, qui me laisse le temps pour mes enfants, qui me laisse le temps pour ma vie de couple, qui me laisse le temps de vivre. Voilà, parce qu'on ne vit pas. Et autant qu'on soit célibataire ou en famille, on ne vit pas matin, midi et soir, comme tu dis, c'est on se lève, on prend soit le métro, soit notre voiture, les embouteillages, on va au boulot, on finit notre boulot, on rentre, et puis basta. Moi, j'ai toujours un dessin animé de Disney que j'avais quand j'étais petite qui me reste, c'est Dingo qui se lève, il fait nuit, il rentre du travail, il fait nuit. Et tu le vois sortir de son lit avec sa tasse de café, repartir dans la rue, aller dans le bâtiment d'en face, revenir, et tout l'épisode est comme ça. Et en fin de compte, c'est ça la vie. C'est la vision que la société veut donner de la vie. Je ne pense pas que nos âmes ont décidé de venir sur Terre pour vivre ça. Non, clairement pas. Il n'y a aucune vibration. Oui, mais voilà. Et il est vraiment temps de s'affranchir de ça, en fait. De se libérer de tout ça. Et juste de s'autoriser à être. À exister. Voilà. À exister, à être et à être ce qu'on a envie d'être à l'instant T. Point. Et d'arrêter d'avoir peur. Voilà. Et arrêter d'avoir peur. La vie est impermanente. Nous sommes impermanents. Nous sommes des êtres d'évolution. On est en évolution permanente. Les amis que vous avez étant enfants ne seront certainement plus vos amis à l'âge adulte parce que vous allez faire d'autres rencontres, vous allez évoluer, vous n'allez pas aller dans le même sens et c'est OK. Là encore, il n'y a pas de culpabilité à avoir peut-être de couper certaines relations parce que on se rend compte que nos amis d'enfance ne sont plus en adéquation en phase avec nous. Bah oui, c'est la vie.
voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Dans la famille, c'est pareil. Tu peux avoir des liens avec des oncles, des tantes, des cousins que tu avais enfant et que tu as pu étant adulte, parce qu'ils n'ont plus la même vision, pas la même vision de la vie que toi. C'est pas obligé parce qu'il y a un lien familial que tu dois automatiquement rester avec. Oh oui. Alors, ne me lance pas sur les liens familiaux. Moi, je l'ai bien vécu, alors c'est pour ça que j'en parle. Je me sens très concernée par ce sujet. Donc... On fera des podcasts. Voilà. Il y a tellement à dire là-dessus aussi. Oui, on refera un autre épisode sur un autre thème à ce moment-là. C'est ça. Non, mais vraiment, voilà, c'est vraiment s'émanciper en fait de tout ça, s'émanciper de tout ce que la société en fait veut pour nous et juste revenir en fait à s'harmoniser dans le flot de la vie en fait, tout simplement, et à vivre vraiment l'instant présent sans se poser de questions sur le pourquoi, du comment, voilà, juste ok, de quoi j'ai envie là maintenant, qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter là maintenant, ok, j'y vais, je me lance, je teste, j'expérimente. Et puis, si on se rend compte que c'était finalement pas pour nous, et ok, c'est pas grave, je change. C'est ça. Je change. Mais au moins, tu auras testé. Tu auras testé l'envie que tu as eue sur le moment. Exactement. C'est le but de l'expérience. Exactement. Donc, c'est ça. C'est de sortir de sa zone de confort. Ouais. Et c'est ça le plus dur. En fin de compte, la perte d'identité est énormément liée à la peur, au blocage sociétal et familial, et l'éducation qu'on a en général dans tout. Ouais. Parce que dans tout, que ça soit tout ce que tu fais, tu es obligé de suivre un protocole, dans tout. La liberté est bloquée pour beaucoup de choses. Voilà. Exactement. Donc reprenons notre... Comme tu dis, voilà, nos émotions ne sont pas bien vues. Donc, mais bon, on verra. De toute façon, nous avons une génération d'enfants qui arrivent, qui sont hyper actifs, autistes, Asperger et tout ce qu'on veut. Voilà, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien que beaucoup de gens n'arrivent pas à gérer. Donc, on verra ce que ça donne dans quelques années. Mais il y a une évolution. Mais bon, nous, on est là déjà pour mettre les premières bases. C'est ça. Donc, on verra on en discutera peut-être dans quelques années, voir l'évolution que ça a donné sur... voilà. Donc, c'est vrai que le Covid a aidé à des éveils assez importants. Donc, on verra si ça reste, parce que beaucoup de personnes ont déjà oublié le Covid. Oui, mais de toute façon, leur âme viendra les chercher à un moment donné. Donc, oui, si c'est pas dans cette vie-là, ça sera dans une autre. Voilà. Covid ou pas Covid, de toute façon, quand l'appel de l'âme se fait sentir et devient beaucoup trop fort, à un moment donné, ouais. Voilà. Ouais. Donc, mais après, tu sais, il y a des gens qui aiment bien souffrir. Hein. Oui, mais bon, que ceux qui aiment souffrir restent dans leur souffrance. Mais enfin, je veux dire, le choix appartient. C'est un choix, c'est un choix. Donc voilà, dans la perte d'identité, ils reverront sur une prochaine vie ce qu'ils auront à régler. Mais c'est vrai que sur la perte d'identité, on a un siècle entre le 20e et le 21e siècle qui est assez important. Donc voilà. Est-ce que tu aurais un dernier petit mot à dire sur ce sujet? Le dernier petit mot, ce serait juste, encore une fois, voilà, autorisez-vous, quoi. Autorisez-vous à vivre ce que vous avez envie de vivre. Arrêtez de vous prendre la tête à vouloir absolument vous définir, vous mettre dans une case quelle qu'elle soit. Vous êtes une âme incarnée dans un corps humain sur Terre pour vivre des expériences, kiffer votre vie. C'est tout ce qu'on vous demande. Voilà. Okay. Merci beaucoup Lydia pour cette interview. Donc nous on va se revoir comme d'habitude et peut-être qu'on refera une autre interview dans quelques temps. Donc excusez-moi, j'ai mon chat qui veut y participer aussi. Donc je te dis à la prochaine fois. Donc merci. Alors j'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur mes pages Facebook et Instagram sous le nom de Maylène Chaman. Alors si vous souhaitez rencontrer Lydia, vous la trouverez sur Instagram sous le nom de The Spiritual Design Coach et vous retrouverez dans mon résumé son pseudo. Pour le mois d'avril, je lance un agenda pour 3 places pour des voyages au tambour, donc uniquement pour ceux qui ont déjà leur animal de pouvoir. Donc si cela vous intéresse, contactez-moi. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.